On pourrait croire que les histoires de télépathes et de héros au pouvoir parapsychique n'existeraient que dans les romans ou dans les films d'espionnage. Et pourtant, dans l'ombre des plus grandes agences de renseignement du monde, certains êtres dotés de capacités hors normes ont bel et bien été recrutés. Non pas pour guérir, éveiller ou élever l'humanité, mais pour surveiller, manipuler, influencer et même tuer. Jean-Pierre Girard est l'un d'entre eux. Télépathe, psychokinésiste, médium, utilisé par la CIA, infiltré auprès du KGB et sollicité par la défense française. Il a été au cœur de programmes secrets où les dons de l'esprit humain sont utilisés en tant qu'armes. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un témoignage pas comme les autres sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. L'émission que vous allez voir ou entendre aujourd'hui devrait être partagée aux derniers sceptiques encore présents dans votre entourage. L'homme que nous recevons n'est pas un mutant, une bête de foire, un illusionniste ou que sais-je encore. Non, il s'agit d'un homme avant tout conscient du pouvoir de l'esprit sur la matière. Parapsychologie, psychokinèse, précognition, lévitation, télépathie. Toutes ces fonctions, toutes ces capacités assimilées par l'opinion publique comme étant des pouvoirs surnaturels seraient en réalité des compétences innées, acquises et tout ce qu'il y a de plus banal si seulement nous n'avions pas creusé un fossé vertigineux entre nous et notre essence originelle. Quand je dis nous, je parle bien entendu de la plèbe, des gueux, des moldus aux yeux d'une sphère élitiste qui, elle, n'hésite absolument pas à user de ses facultés extraordinaires en privé tout en continuant à les marginaliser violemment en public. Avant-gardiste et précurseur, il n'a pas hésité à mouiller le maillot en prouvant à tous, à travers des expériences incroyables, qu'il était temps de vulgariser et de rendre accessible ce savoir oublié au plus grand nombre. C'est un monument que nous avons l'honneur et la chance de recevoir aujourd'hui sur notre antenne. Jean-Pierre Girard, bonjour, merci pour ta présence. C'est moi qui vous remercie, qui te remercie particulièrement, parce que quand tu m'as proposé la philosophie de l'entretien, ça m'a vraiment plu énormément. Par rapport à une interview un peu classique des interviews, depuis 1975, je fais on me demande en interview. Donc, eh bien non, malgré cela, la philosophie que vous mettez en œuvre pour mettre en exergue vos invités, vous avez une approche qui est totalement différente, Et en plus, avec bonheur, j'ai appris que vous alliez incruster des documents, des images et de façon professionnelle pour saisir un peu la crédibilité du sujet. On va revenir plus en détail, bien sûr. Vous êtes plus d'une centaine à avoir laissé des commentaires positifs sur son profil au sein de la plateforme Âme des Signes, le site de référence pour trouver un thérapeute quantique dans votre région. J'ai nommé notre très chère amie Tamara Bioman. Bonjour Rudy et bonjour Jean-Pierre. Rudy a tout dit, hein. C'est un honneur, c'est un monument. Ce sera, je l'espère, une masterclass pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à ce qui est visible, pas visible, connu et inconnu. Merci de ta présence et c'est vraiment un honneur de te recevoir. Merci de ta confiance sans laquelle on n'aurait pas pu construire, établir ce projet d'émission ensemble. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre, tu as été sous le feu des projecteurs des médias de grand chemin à l'époque pour une compétence bien particulière qui nous impressionnera toujours autant, la psychokinèse. En d'autres termes, tu arrives à impacter, modifier, transformer la matière à l'aide uniquement de ton esprit. On va diffuser tout de suite l'exemple d'une barre de fer en rappelant qu'il s'agit d'alliage astronautique extrêmement robuste, nécessitant plus d'une tonne de pression pour arriver à une torsion si minime soit-elle. La première question qui nous vient à l'esprit, tout au moins pour les plus curieux d'entre nous, c'est de connaître les conditions, les prédispositions mentales, psychiques, spirituelles éventuellement, afin d'arriver à reproduire tes expériences. Est-ce qu'il y a un truc, une astuce ? C'est très difficile. La réponse m'a été apportée par les stages que je
commets depuis une vingtaine d'années, où j'ai pu communiquer un peu un état mental adéquat. Un état mental qui est au fond un état de détente, de non-obligation, de droit même à l'échec. Le droit à l'échec libère la conscience. Parce qu'on se dit, après tout, j'ai le droit à l'échec. J'aborde du paranormal, j'apporte quelque chose que ne font pas les gens dans le quotidien. Et on s'aperçoit que de jeunes de 6 ans, ou d'adultes, qui font des phénomènes de télékinésie, c'est-à-dire des phénomènes où on a la preuve que l'action de l'esprit se délocalise pour agir sur un mobile, en l'occurrence, qui est sous un bocal étanche. Oui, c'est impressionnant d'ailleurs. Non magnétique. Très, très impressionnant. Non magnétique, avec des boussoles à côté, etc. Oui. Ou des barres qui se courbent par simplement la main posée quelques centimètres au-dessus. Et nous avons des scores dans les stages qui sont absolument uniques au monde. Nous arrivons en moyenne à 60%. J'en loupe pas une miette. Ah, je veux cette vidéo, hein. Ah mais ça tu l'auras parce que... Qu'on voit bien que c'est un piou-piou, tu fais ça. Je suis écœuré. Je fais mieux que moi maintenant. L'état mental, en fait, c'est pas seulement croire au phénomène. C'est ce que je voudrais vous essayer de vous impulser. C'est pas seulement croire au phénomène. C'est dans l'évidence du phénomène. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là notre ami Jean-Pierre? Oui, on croit parce que on a vu des travaux. J'ai mes travaux qui ont été déposés à l'Académie des sciences par le truchement du président lui-même, ce qui est quand même dans le domaine du pays de Descartes intéressant. Puis d'autres, puis dans les revues La Recherche, puis qui a consacré 3 numéros contradictoires me concernant. La revue La Recherche est quand même la revue de référence en France scientifique. Ah, ils vont être sécurisés. Puis d'autres voient une émission de télévision, dont vous verrez un extrait. Vous avez un scientifique qui dit moi, je ne croyais pas tellement. Je voyais mon directeur de la recherche et j'appelais ça les ovnis de M. Girard, les objets fléchis dans des conditions non identifiées. Il m'a invité donc à faire une expérience. Il avait fait une coulée, ce qu'on appelle en métallurgie une coulée spéciale, c'est-à-dire un matériau astronautique avec des composantes tout à fait uniques, qu'on ne trouve pas chez Merlin ou chez Weldom ou autres vendeurs de matériaux. Et d'un diamètre que vous verrez sur la vidéo, impressionnant. Et il dit, nous avons été complètement surpris. À 10 cm, la main de Jean-Pierre au-dessus de la barre s'est courbée à plusieurs reprises. J'ai procédé avec un de mes collaborateurs, une expérience qui avait comme objectif non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes et de convaincre M. Crussard qui vraisemblablement il était dans l'erreur. Nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau? Quel est le barreau qui est réellement intordable? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur les haltérophiles. Et cette barre-là, vous l'avez ici. En effet, ce matériau a été réalisé spécialement pour l'expérience et nous avions vérifié auprès d'un haltérophile qui faisait 140 kg qu'il était totalement impossible de le déformer. Nous avons ensuite fait venir, M. Crussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. J'ai créé des durcissements d'alliage, qui sont déjà pas tendres, des adoucissements contraires avec un effet de pseudo-fusion à 650 degrés Celsius, voire jusqu'à 800 degrés à Lyon, sans effet thermique, ce qui est absolument incompréhensible,
Ou alors, sous un tube scellé, un matériau qui fait que légèrement courbé sous tube de verre, mais ce n'était pas ça qui est important. C'est que j'ai induit un changement de structure qui a rendu le matériau magnétique et qui ne l'était pas avant son introduction dans le tube scellé, je le répète, qu'on m'a remis au dernier moment. Alors, les gens qui critiquent, et on comprend, moi vous savez, j'ai une attitude sur les gens qui pensent qu'il y a un truc génial, qu'il y a ci, qu'il y a là. Je ne leur en veux pas le moins du monde, parce que ça ne rentre pas dans leurs schémas mentaux et ils font ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive? Nous l'avons tous, peu ou prou, pour d'autres choses, placés devant quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Et comme on ne comprend pas, puis on n'imagine pas du tout comment ça pourrait se produire, eh bien on préfère le nier ou même imaginer des subterfuges complètement ahurissants. Là, ce que tu nous dis, c'est que l'ingrédient numéro 1, c'est que pour que ça existe dans la matière, il faut déjà l'envisager, il faut déjà pouvoir ouvrir ce champ des possibles au niveau de l'imaginaire, pouvoir déjà appréhender l'information dans notre esprit avant de pouvoir le matérialiser ensuite. Mais je crois savoir que tu as aussi une modification quand même au niveau physique. Ton rythme cardiaque est changé quand tu pratiques. Tu as fait de nombreux travaux. On rappelle que tu as été étudié sous toutes les coutures par les scientifiques avec beaucoup d'observateurs. Ils ont essayé de comprendre. Oui, alors je crois que on verra dans certaines émissions, notamment une émission de télévision, l'une des premières que là aussi auquel je suis invité, où il y a un illusionniste et un huissier. Vous voyez la confiance, un huissier. Il y a des barreaux impressionnants qui sont sur la table. Évidemment, c'est une des premières émissions. Et vous vous rendez compte que je dois être dans un état mental adéquat devant des personnes qui sont chargées là, pas forcément d'être contre, mais pas forcément d'être pour non plus, mais d'être là en observateur. Et à ce moment-là, la barre que j'ai dans les mains, j'ai contrôlé. Mais il y a une émotion chez moi. Il y a une émotion et c'est là que le rythme cardiaque va augmenter. Comme une séquence que vous verrez aussi, celle des États-Unis que je faisais allusion sur NBC, je crois. Eh bien, là, j'ai un rythme cardiaque qui monte à 160, ce qui est beaucoup, mais j'ai eu des fois des tachycardies paroxystiques beaucoup plus importantes. Enfin bref, parce que c'est l'émotion. C'est l'émotion simplement. Donc, je fais une dichotomie, ça c'est très important, entre mon environnement et puis mon état mental qui favorise les phénomènes. Et ça, c'est extrêmement rare parce que chez toute personne qui a été étudiée psy, que ce soit lorsque j'étais en Union soviétique ou sous d'autres latitudes, au Danemark ou autre, on s'aperçoit qu'il y a cette montée, si les sujets sont observés sous une pression. Et en fait, ceux qui réussissent, eh bien, c'est ceux qui, à un moment donné, arrivent. Il y en a peu, je suis désolé de le dire, il y en a peu qui arrivent à faire une séparation entre une observation qui est là, prégnante, pesante, et puis une observation qui est dans des conditions pas complètement où le sujet fait n'importe quoi, ce que disent nos critiques, non, mais beaucoup plus détendu, beaucoup plus, je veux dire, convivial, en fait, voilà, où on accorde beaucoup de sympathie au sujet. Et dès l'instant où je sens la sincérité des gens qui sont en face de moi, et pas seulement faire le buzz, oui, il y en a qui m'ont reçu. J'ai accepté, pourquoi? Parce que pour moi, c'est important, c'est la promotion de la parapsychologie. Au-delà de Girard, si je veux jouer les jeunes premiers, c'est un peu loupé. Non, je veux dire simplement que la parapsychologie, en parlait, et de la réalité de l'action d'esprit sur la matière. On a le même objectif et le même rôle intrinsèque, démystifier, démocratiser toutes ces pratiques qui sont intrinsèques à l'être humain et qui sont totalement ridiculisées, raillées, conspuées par une partie du monde matérialiste, consumériste. Quelque part, oui, le mot dissonance cognitive est totalement adéquat. Mais il n'y a pas si longtemps, Jean-Pierre aurait été lui aussi brûlé sur un bûcher. Oui. Ah oui, mais je serais peut-être moins de fumée que Jeanne d'Arc le fut, mais enfin bon, ça c'est de l'humour tout à fait discutable, je le concède. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que on peut faire confiance à l'État, aux États simplement, pour étouffer
la parapsychologie, alors qu'ils s'en servent à très haut niveau, on le verra, bien sûr. Mais aux États-Unis, c'est pareil, il y a un vent contre le paranormal. Ça, de nouveau, ça revient. Hein. En ce moment, il y a des vagues comme ça, mais là, c'est en train de revenir. Et peut-être un peu en France, mais grâce aussi à des supports comme les vôtres. Mais c'est dans l'intérêt de nos chers gouvernants et surtout notre science officielle, de mettre sous le boisseau et de décrédibiliser des gens comme moi, bien évidemment. Vous savez, dès l'instant où j'ai fait des expériences dans des laboratoires de l'État français, je n'ai pas fait des expériences dans des arrière-salles de café ou autre, c'est dans l'État, à l'hôpital central des armées à Clamart, sur l'organique, dans des centres, comme je le disais tout à l'heure, nucléaires, dans des centres de physique, de métallurgie, ou dans des centres d'électronique avancée. Il y a d'évident, dès qu'on a vu que Girard franchissait la porte des labos, et que les labos qui ont expérimenté, je veux dire, tous ceux qui ont constaté, qui m'ont invité à faire des expériences, tous ont publié des attestations ou leurs travaux dans des revues scientifiques à comité de lecture. C'est curieux quand même. Mais la science, dans sa communauté, ce qu'on appelle la communauté scientifique dans son ensemble, évidemment, le scientisme. Passez votre chemin, mes amis. Mais oui, mais c'est grave parce que... Et c'est pour ça que moi, je m'acharne. Depuis que je fais des stages, j'ai peut-être eu 4500 personnes qui sont venues. Bah oui, parce que des stages, je peux pas en faire autant que je voudrais. J'en fais 4 à l'année, c'est beaucoup déjà. Une année, j'en ai fait 10, mais cette année, je vais en faire 3. Pas évident hein, de faire ça en temps de mes activités. Donc, on concentre 15 et 20 personnes et pour en réunir à peu près. J'ai compté l'autre jour, les 4500, trucs comme ça. Mais ce sont des petites graines, là, qui vont s'aimer, qui vont dire, oui, mais moi, j'ai fait un stage, Jean-Pierre, et j'ai vu les expériences, etc. Et puis, ces jeunes, ces gamins qui viennent et tout, rendez compte l'impact que ça a de voir devant eux, ben oui, que la barre, oui, contrôler évidemment la barre, dans sa rectitude, parce que là, les ennemis de la parapsychologie nous disent, oui, mais il a prétordu la barre, il a montré sous un angle. Non, il faut rouler la barre. Il n'y a pas d'interruption, et la barre se courbe. Alors, on a commencé la transition de manière assez succincte. La clairvoyance, autrement appelée aussi précognition, est également considérée selon toi comme étant scientifiquement testée et approuvée. C'est d'ailleurs le moment pour transitionner sur le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui, les services secrets. Alors, on va parler aujourd'hui principalement des services avec qui tu as été en relation, la CIA, le KGB. J'imagine aussi la DGSE, même si le document que tu nous as fourni provient de la DGA, hein, la Direction Générale des Armées. Oui, mais ils sont copains quelque part quand même. Oui, oui. Ah oui, mais j'ai un rôle important. J'étais chargé de mission par la DGA auprès de l'État-major général de la Marine, auprès de l'État-major général de la gendarmerie. Je me suis permis quand même de publier quelques... Parce qu'en 83, il y a eu une espèce de créneau, là, je ne sais pas si on voit ça à la gauche mitterrandienne, j'en sais rien, une espèce de créneau. Il y avait des courriers. Moi, j'ai changé des courriers avec le ministre. J'aurais mis d'antichar de nouveau. Bon, bref. Et quelque temps avant, quelque temps après, j'aurais quand même été un peu prudent. C'était au minimum ce qu'on appelle en diffusion restreinte ou en secret ou même en très secret, ce qui est là, mais 40 ans de silence normalement derrière. Il y a la question d'une des co-créatrices, c'est Christine Alexander, hein, qui demande quel est l'intérêt pour vous, Monsieur Girard, de travailler avec la CIA. Comment est-il pris vos informations et ou conseils? C'est une question fondamentale et je la remercie vivement. On va dire, mais quel intérêt? Il faut peut-être que je parle d'un kidnapping à Mexico City en novembre 77 quand même, par la CIA. Ah oui, ça vous paraît ouf? C'est pourtant la vérité. C'est particulier comme méthode de proposition d'embauche. Ouais, j'ai essayé de vous donner des détails, mais pas trop, parce que sinon l'émission n'y suffirait peut-être pas, j'en sais rien. Je suis invité à un congrès à Mexico, et qui était organisé par une jeune femme qui s'occupait d'un centre de parapsychologie, d'études paranormales. Et elle a invité des scientifiques du monde entier. Et tout se passe bien, le congrès au Maria-Isabel Sheraton de Mexico. Tout se passait très très bien. Voilà, ok. Il y a des visas de... ce qui est un peu l'équivalent, on va dire, de TF1. En Mexique, j'arrive sur le plateau après un repas où il y avait un peu trop de tequila. Et puis là, sur le plateau, on avait mis un aquarium avec divers objets, notamment un cendrier, etc.
Et alors, quand je suis dans un état euphorique, on va pas dire plus, là, je fais des phénomènes à l'envi. Et je déplace pas seulement l'objet qui est à l'intérieur, mais l'objet va entraîner l'aquarium. Et tout, on l'a vu à la télévision, et tout se casse la figure et tombe par terre. Alors évidemment, c'est complètement ahurissant. Alors évidemment, j'étais là au Mexique, le Dieu, il fallait me garder. La présidente m'a invité au Petit Palais, la présidente du Mexique, pas la présidente elle-même, puisque c'était Lopez Portillo à l'époque. On l'appelait la présidente. Bref, tout se passe très bien. Je fais des phénomènes dans le Petit Palais de la présidence sur un jeu d'échecs où je déplace les trucs à distance. Il y a les gardes qui avaient la main sur leur holster parce qu'ils disaient c'est bizarre ce qui se passe, puis la présidente les a calmés. Enfin bref, j'ai qu'une vie de ouf, un petit peu comme ça. Et puis, bon, beaucoup d'interviews. Et puis moi-même, j'ai été objet de la conférence. Sur la table de la conférence, il y avait une vingtaine de scientifiques. Plus de 70% ont fait un phénomène de psy en ma présence, où j'étais un petit peu leur guide. Et on fait un phénomène. Ça a été des journées formidables. Première journée de repos, j'ai dit au Maria Isabelle, j'ai dit je vais me reposer parce que là je suis un peu KO. Et là il y avait une pile de journaux que m'avait mis l'assistante une américaine de la présidente, il m'avait mis de côté des journaux. Bref, je rentre dans ma chambre. Puis zut, il fait une chaleur étouffante à Mexico, comme vous l'imaginez, à 2000 mètres d'altitude, au mois de novembre. Donc je sors, je vais prendre l'air un peu. Et puis je remonte Paseo de la Reforma tranquillement. Et puis, j'entends un bruit de voiture. Je dis ça, c'est un 12 cylindres. Ça doit être, parce que je suis un fan de la voiture américaine notamment, je dis c'est un 12 cylindres. Effectivement, il y a une Lincoln Continental, suicide d'or, c'est les portes qui s'ouvrent. Oui, sur le côté. Ouais. Enfin bref, Monsieur Girard. Moi, je réponds oui, évidemment. Jusqu'à preuve du contraire, c'est bien moi. Alors, les portes s'ouvrent, 3 portes s'ouvrent, 2 portes côté passager, puis la porte du côté chauffeur. Puis 3 gaillards arrivent, et puis je suis un peu tétanisé, et ils me prennent sous les bras, et puis moi qui suis un petit bonhomme, oui, je dis pas que j'ai pas les pieds qui touchent le sol, mais pratiquement pas. Et je suis assis au milieu, sur la banquette arrière, complètement abasourdi, on l'imagine, cagoule sur la tête. Alors je me pose une question, pourquoi on me kidnappe? Parce que c'est bien un kidnapping, pourquoi on me kidnappe? Est-ce que c'est pour soulager quelqu'un qui est dans une grave maladie, ou de la présidence, ou je ne sais pas? Parce qu'à l'époque, il y a eu quelques émissions concernant les miracles, entre guillemets, que j'avais eu lors de consultations que je donne. Et je dis, ma fortune, oui, j'étais fortuné, j'étais ruiné, c'était une époque où, bien ma vie, les royalties des brevets, pas fortuné, non, vraiment, je ne comprenais pas du tout. Et puis on essaie de me balader, comme on dit dans notre jargon, dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'on fait un tour à gauche, à droite pour éviter que je me repère. À un moment donné, la Lincoln s'arrête, et puis on me descend, toujours en me maintenant quand même, de peur que je me cache, je me sauve en courant, je ne sais pas. Alors là, je n'avais pas du tout cette intention. Et puis j'entends des grilles, toujours la cagoule, j'entends des grilles qui s'ouvrent, et puis alors on m'amène à l'étage, là la porte s'ouvre, mes cerbères se mettent de chaque côté sur des canapés en cuir, et au centre il y a un fauteuil en cuir, où monsieur vient vers moi, très convivial, me tend la main. Dans ce genre de situation, on vous tend la main, vous tendez la vôtre, voyez-vous, mes amis. On tend la vôtre. On m'a ôté la cagoule, bien sûr, entre-temps. Jean-Pierre, excusez-nous d'avoir usé de cette façon pour que vous soyez ici, mais on voulait une certaine discrétion. Alors moi, naïvement, j'aurais pas dû dire même. Mais si j'étais resté à l'hôtel, vous aviez dans votre chambre quelqu'un qui vous attendait. Enfin bref. Et il m'explique que ça fait plus de 2 ans qu'il me suit. J'ai bien compris. Puisque dans les CIA, vous allez voir tout à l'heure, mes expériences principales ont été captées par la CIA avec les références et tout, etc. Voilà. Alors, on a
Une qui est de la traduction anglaise des travaux du professeur Crussard. C'est des documents officiels qui ont été déclassifiés, qu'on montre actuellement. Ah ben ça, c'est des documents officiels. Hein. Si on compte des images, on a le release de la CIA là-haut, hein, avec un numéro qui est incontournable, qui donne l'authenticité. Ici, vous avez une expérience que j'ai effectuée au laboratoire anglais de John Ested, savant atomiste, et on voit Jean-Pierre Girard, modification de la matière et puis les graphiques correspondant dans des tubes scellés. Et là, on voit une étude, pas mal de pages, j'en ai extrait, je crois, 2 ou 3, qui est savoir la validité globale un peu de Jean-Pierre Girard. Alors, il y a un mec de l'USRMI Europe et puis un mec de l'USRMI américaine, mais des grands pontes. Tout ça piloté par Palmer. On boit tes paroles, c'est du nectar. On pourrait passer des heures et des heures à suivre toutes ces aventures. Mais pourquoi principalement, pourquoi sont-ils autant intéressés par des personnages qui ont des compétences telles que les tiennes? Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est de l'étude ou est-ce que c'est pour comprendre ou est-ce que c'est pour exploiter on sait, compétences c'est une question rhétorique parce qu'on a d'autres documents et on sait qu'il y a de l'espionnage dans tout ça. Pour savoir comment on peut m'utiliser, mes chéris. Ben voilà. C'est pour savoir comment on peut utiliser. Mais comme moi, attendez, remontons en arrière dans ma petite carrière militaire dans l'armement. Il y a toute une origine, on va pas faire des raccourcis. Si on vient en parler, on en parlera, parce qu'à un moment donné, à 7 ans, j'ai dessiné le char que je connaissais pas, sur lesquels j'aurais mes fesses dedans, et je piloterais. Voilà, le char qu'on voit là. Alors, regardez l'arrière de la tourelle du char, elle est biseautée. Donc, ce char est unique. Et il n'y a pas d'autre char qu'une tourelle biseautée comme ça. Je vous signale que j'avais 7 ans. Hein. Il y a des détails comme ce qu'on appelle le barbotin pour entraîner la chie. Voilà, une espèce de roue dentée, vous voyez, l'avant. Il y a une erreur dans le nombre de galets de roulement qu'on appelle. Il y en a un de trop, je crois. Mais allez compte, le canon et tout ça, ces détails, eh bien, si on a la photo suivante, regardez le char là, regardez le barbotin à l'avant, la tourelle biseautée, c'est absolument fou. Et des années après. Et là, on voit le char avec les missiles en question, puisque j'étais dans une brigade où il y avait des chars qui étaient équipés de missiles. Et ces missiles, on en parlera peut-être plus tard, j'ai amélioré leur performance. Et bref. Mais là, on parle de précognition. En gros, tu as été clairvoyant, Oui. tu as vu l'avenir étant jeune par rapport à ton avenir. Hein. C'est intéressant aussi parce que les scientifiques parlent de ralentissement du cerveau. Ils n'arrivent toujours pas à entrevoir une certaine réalité dans tout ce qui qualifie encore une fois de paranormal. Hein. La précognition, moi, ça me fait penser au remote viewing. Alors, j'en viens à un nouveau document. Attention. Parce que là, attends, là, c'est quand même assez intéressant. On rentre dans le vif du sujet, les amis. Hein. Tu as travaillé, alors tu as fait agent double, hein. Tu as travaillé avec le KGB, mais aussi avec la CIA. Oui, mais attendez, mes chéris, on passera un extrait de la revue russe qui a publié un article sur moi. C'est important au moment où on parle de KGB. Alors, il faut un commentaire, un parapsychologue très scientifique. Après, c'est du cyrillique qu'on ne comprend pas, mais bon. Ça permet aux sceptiques, encore une fois, d'aller vérifier la véracité des propos. Voilà, ouais, oui. on diffuse non, tout mais ça. vous aurez la véracité parce qu'il y aura l'article complet pour ceux qui connaissent les Russes, et puis on verrait que l'article qui est traduit, que j'ai traduit que l'abstract, mais par ailleurs, vous avez l'article tout traduit que j'ai sur mon site. Non, j'ai tenu à traduire le résumé. Pourquoi? Parce qu'à un moment, oui, Jean-Pierre Girard, peu reconnu par la science officielle, mais reconnu, ils le mettent par le KGB et par la CIA. Oui. Autrement dit, cet article, il date de quelques années. Hein, cet article-là, mes amis, écoutez le KGB. Rendez-vous compte, à l'époque, il a été publié en 1996, quand j'ai publié ma bombe, qui est l'article psychique où je raconte mes histoires de kidnapping et puis mes missions en Union soviétique. Et il y avait un article dans Paris Match, alors que le parapsychologue mondialement connu a berné le KGB pendant 11 ans, etc. J'étais à l'époque en Suisse, où j'avais mes bureaux, à Genève. Je vois ça, j'ai dit, j'ai compris. Alors, l'article n'était pas du tout publié dans le Paris Match suisse, parce que pays neutre. Mais par contre, il a été publié à Paris et dans toute cette
toute région, parce que quand j'ai appelé. Et ça a créé un incident avec l'ambassade, c'était Chirac à ce moment-là, ça a créé un incident avec l'ambassade de l'Union soviétique, parce que Chirac vient à Moscou avec une traduction en langue cyrillique, en russe, donc du Paris Match. Mais il ne savait pas naïvement que ce Paris Match mettait le KGB vraiment comme des rigolos, quoi. Alors, ils ont massicoté. Il y avait 50 000 Paris Match pour les moscovites. Ils ont massicoté la partie donc, où il y a l'article, document qu'on appelle sur Match. C'est la partie la plus sérieuse de Paris Match, hein, la partie document qu'on appelle. Ça, c'est VSD qui est à côté. Mais ils ont massicoté parce qu'il y avait un incident avec l'ambassade. Et puis moi, qui était en Suisse, quand j'ai compris l'article, je connais quand même comment il dit, j'ai peu comme devant moi peu de temps à vivre. Faut pas exagérer, le KGB est pris pour des... Alors je vais vous expliquer la suite parce que on est au cœur du sujet quand même. Je prends contact avec Bernard Bertossa, qui était procureur à l'époque à Genève, avec qui j'ai toujours travaillé en double. Il y avait mon institut de parapsychologie et puis il y avait mes travaux annexes. Et puis, je dis à Bernard Bertossa, écoutez, monsieur Bertossa, je suis embêté parce qu'il y a un article qui me dit, moi, je peux rien, c'est pas moi qui ai les services, mais je vais mettre à votre disposition, je vais téléphoner à mes amis des services de renseignement suisses qui vont vous accompagner jusqu'à Saint-Julien, à la frontière, parce que j'avais une propriété dans le Lot, à l'époque où il y avait mes résidences privées. Vous voyez, du Lot à Genève, ça fait une trotte quand j'allais le week-end. Et quand le KGB veut casser la pipe à quelqu'un, vous pouvez mettre n'importe quelle protection que vous voulez, enfin bref. Et alors, j'étais accueilli à la frontière par les services de la DST en France qui m'accompagnaient. Et alors, quand j'arrivais sur ma propriété à Luzèche, un petit patelin que les gens du Lot connaissent, bien sûr, il y avait l'estafette des gendarmes qui arrivaient. Pourquoi? Ma voiture était reconnaissable, j'avais une grosse Pontiac immatriculée à Genève. Évidemment, quand j'arrivais chez mon épouse, ça devait être la troisième, je crois, oui, troisième, bah, évidemment, qui était elle n'était pas trop au courant de ce que je faisais par ailleurs, parce qu'elle a une tendance un peu à la mélancolie. Et elle m'a dit, mais comment ça se fait que les gendarmes viennent maintenant quand tu arrives? Maintenant, les gendarmes arrivent. Puis tu te rends compte, on est sur une île isolée, c'est quand même sympathique que les gendarmes s'enquièrent un petit peu de si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Alors, Jean-Pierre... Alors, vous savez pourquoi j'ai échappé au KGB? Si, je vais vous dire, je continue mon propos. Je suis incorrect à ton endroit, je m'en excuse, Rudy. Mais tu vois, pourquoi j'étais sauvé? Pas les services de machin qui m'ont protégé, parce que le KGB s'est transformé en FSB. Et ceux qui auraient pu me créer des soucis, ceux qui sont à la tête, qui étaient à la tête du KGB, eh ben c'est les oligarches que l'on connaît maintenant. Puisque avec les dossiers qu'ils avaient, ils ont fait fortune, évidemment, quand ils ont quitté le KGB. Voilà, mais je dois uniquement ma survie à cela. Alors justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les compétences qui sont demandées par les services secrets. En général, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec les médiums? Parce qu'ils utilisaient les médiums, ils t'ont utilisé. On a pu constater à travers l'article qu'on a vu que tu as réussi à localiser un site d'essai nucléaire en Sibérie et à identifier des armes utilisées par les pays du pacte de Varsovie. Le tout donc au service de la CIA. Alors, on est clairement dans la série The Lost Symbol de Dan Brown, hein, sauf que là, c'est la réalité. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, parce qu'il y a prescription, comment ça se passe? Quelles sont les oui, les il y a circonstances? prescription sur 80%. Sur 80%, parce qu'il y a des choses qu'on utilise... je crois qu'il faut éviter les... Alors, on va éviter les problèmes, hein, on va éviter de t'attirer des problèmes. À nous aussi, hein, accessoirement. Ah non, mais attends, ce que je veux dire, c'est suffisant. Oui. C'est ça que je veux dire. Hein. D'accord. C'est largement suffisant. Ok. Non, on a omis parce que tu as jugé, et vraiment je n'ai pas à discuter ton choix, de commencer un petit peu par là. Mais si on remonte plus avant, on découvre pourquoi au fond tout cela. Parce que je découvre que j'ai une mémoire idétique, et puis surtout que j'ai des facultés télépathiques qui sont hors du commun, sauvages qu'on appelle, que j'ai découvert après avoir reçu la foudre, justement à l'âge de 7 ans. D'où cette précondition sur le char et d'autres événements. Donc, c'est important de souligner qu'il y a eu deux facteurs qui ont été réunis. Il y a eu ces capacités télépathiques, ces capacités de remote viewing, c'est-à-dire de vision à distance. Remote viewing, c'est pas la précondition, hein. C'est la vision à distance en temps réel avec des moyens
qui sont non physiques possibles. C'est une arme stratégique, c'est un game changer, comme voilà. on dirait en anglais. C'est une arme stratégique massive, je veux dire. C'est de l'espionnage plus, quoi, quelque part. Ben, c'est de l'espionnage sympa. Seulement... Alors... Il y a violation de la vie privée, là, Jean-Pierre. Je suis désolé. Oui, mais c'est de l'espionnage. Oui, mais non, il n'y a pas d'excuse, pas entre nous, surtout pas. Les questions doivent être posées, les réponses nous appartiennent, c'est ça, je veux dire, de toute façon. Non, je suis obligé de repasser un petit peu en arrière. 13 ans et demi, je quitte ma scolarité avec un certificat d'études primaire. Pas brillant sur le plan intellectuel, le père Girard. Hein. Pupille de la nation, quand même. Oui, pupille de la nation. Et élevé dans une étable, mes amis. Élevé dans une étable qui avait été un peu blanchie à la chaux, etc., dans 2 pièces exiguës, où il y avait 5 pupilles de la nation, moi y compris, et puis mes parents nourriciers sur 2 pièces. Et c'est les moments les plus merveilleux de ma vie, parce que ces braves parents nourriciers qui avaient l'âge d'être grands-parents avaient une espèce d'amour brut, certes, mais un amour qui m'a scellé et qui m'a conduit toute la vie, malgré toute la haine que je dois avoir l'être humain, parce que j'ai vu des choses dont je ne parlerai pas forcément ici à l'écran, mais qui me font que l'humain, je ne devrais plus y croire. Je raconterai peut-être quand même quelques anecdotes pour montrer que, voilà, ça existe, mais très peu. Je ne m'étalerai pas sur la dramaturgie. Et donc, je m'enquiquinais royalement, et le samedi, lors d'un repos, dans cette usine, il y avait les repos le samedi et le dimanche. Je me balade dans les rues de Tours, qui avaient encore les séquelles des bombardements alliés de la dernière guerre, place Plumereau, pour ceux qui connaissent. Et puis je vois un bouquiniste, et je vois un gros bouquin devant moi, précis d'histologie humaine chez Masson éditeur. J'extrais ce livre, je le feuillette avec mon pouce, je laisse échapper, je regarde, j'essaie de comprendre, évidemment. J'ai aucun moyen d'aborder la sémantique médicale à l'époque. Hein. Je vois des coupes anatomiques de tissus. On dirait des tableaux abstraits de Mathieu. Enfin, bon, il ne comprend rien du tout. Quelques pages, une dizaine de pages comme ça, je lis. J'essaie de lire, mais je ne comprends rien. Ribosome 31 sur là, dans les champs. Bon. Je referme ce livre. Et puis, je vais m'assoupir dans un petit parc voisin, et puis dans un rêve éveillé, sommeil paradoxal, je n'avais à l'époque aucun moyen d'analyser ce que je vivais. Mais ce que je vivais surtout, c'est que je revoyais les pages qui défilaient calmement devant mes yeux, avec une précision. Je ne savais pas que c'était aussi précis d'ailleurs. Je voyais les pages comme si c'était les pages du livre. Ah, je me précipite, je cours chez le bouquiniste en priant pour que, bon, samedi après-midi, un précis d'histologie humaine, c'est quand même pas un prix Goncourt. Hein. Alors, je l'ai retrouvé effectivement facilement. J'ai refeuilleté les pages et j'ai retrouvé dans cette vision. Alors, j'ai acheté le livre, bien évidemment. Et dans ma petite chambre d'ouvrier, j'ai voulu recommencer, évidemment, à essayer de saisir ce qui s'était passé. J'avais bien conscience qu'il s'était passé quelque chose de paranormal. Et je laisse tomber. Parce que là, vraiment, je mettais de la volonté. Et alors, surtout pas, on le sait, surtout pas de volonté dans le psy. Désir, détente, voir le jeu, j'y ai eu. Oui, ok, mais certainement pas de la volonté. De guerre là, je laisse tomber. Puis un jour, je reprends comme ça, de façon informelle, comme on dit. Et là, je réussis. Une fois, échec, réussi. Et pendant 1 an et demi, je me suis acheté des livres de physique, de médecine, d'astrophysique, etc., et de physique théorique. Et j'ai eu un bagage en 1 an et demi de plusieurs années de fac et d'université. Croyez-moi ou non, la suite va le prouver amplement. Ce que j'ai pu faire avec un certificat d'études primaires. Je suis obligé de revenir encore, tant pis pour ces... On appelle ça des flashbacks, non ? Oui. Mm-hmm. Retourner en arrière. À l'âge de 7 ans, je reçois la foudre.
Et mais j'ai aucune connaissance de ce que ça peut être, saisi de capacités télépathiques absolument ahurissantes. C'est beaucoup plus tard que j'ai su que c'était de la télépathie. J'étais très indiscipliné dans la cour de la petite école primaire où j'étais. Tu fais une analogie aussi avec la société contemporaine. Déjà à l'époque, dans cette cour d'école, tu trouvais certaines similitudes avec la vie d'adulte que tu as maintenant. Oui, mais surtout l'instituteur, parce que lui, l'instituteur, il m'a martyrisé. Le mot n'est pas du tout exagéré. Ce serait à l'époque qui passerait aux C'est un assises. boxeur. Devant toutes les autres, oui, un ancien boxeur, je vois qu'il est bien documenté, un ancien boxeur qui avait fait... Bon, on peut être boxeur, puis un type tout à fait sympathique. Mais j'ai compris, il sortait de ses gonds, parce qu'il n'arrivait jamais à me piéger. J'arrivais à répondre à ses questions les plus incongrues, parce que j'avais cette télépathie à ce point-là, de toute façon, tout à fait spontanée. Une mise à nu. Comme le petit Ukrainien qui spontanément fait tourner son petit truc sous le bocal, quoi. Alors, l'instituteur pris de rage, me met au piquet pendant des heures, et puis ensuite, de guerre lasse, il a commencé à me taper, puisque j'ai eu, en dernier temps, les côtes fêlées, j'ai eu une oreille partiellement arrachée, etc. Et alors, j'ai eu le bonheur d'être pupille de sciences publiques, parce qu'il y avait une visite médicale tous les ans. Et mes parents nourriciers, ma mère nourrice, m'amène chez la doctoresse qui s'occupait régulièrement du carnet qu'elle mettait à jour médicalement. Quand elle m'a vu dans cet état, elle savait bien que ce n'était pas mes parents nourriciers, depuis le temps qu'elle avait les enfants qu'elle recueillait, et on m'a ôté de ce milieu délétère. Mais qu'est-ce qu'on en a conclu? Déjà à cette époque, et puis dans la cour d'école, ok, j'avais eu des soucis forcément, puisque je gagnais tous les paris. On demandait de deviner les billes dans les poches des petits camarades. Alors, boum, boum, ça a été au départ. Ça a été évidemment la castagne, à mon dépens. Donc, j'ai cessé spontanément, mais je ne savais pas du tout. Il faut bien comprendre, mes amis, campagne Tourangelle, dans les années 50, c'est quoi la parapsychologie? C'est quoi? Non, c'est rien. Ouais. Et moi, comme sujet, mais moi, je me mets à la place de jeunes qui actuellement, ils auraient une perception qui serait perçue, enfin, ils auraient, oui, différemment par l'entourage. Mais à l'époque, ou même entre les deux, dans les années 60, 70, etc., de jeunes qui ont des facultés paranormales, mais ils pensent que les autres ont les mêmes facultés, tout simplement. On ne fait pas de différence. On ne sait pas qu'on est paranormal. Alors, je me suis sauvé comme ça en disant, mais c'est marrant, cette espèce de spontanéité que j'ai à répondre à mon instituteur ou aux petits copains d'école à qui je pose des purées, il faut peut-être que je cesse. Et j'ai cessé, carrément, ces actions télépathiques, ces activités télépathiques que j'ai reprises plus tard dans d'autres cadres et pour d'autres utilités. On arrive, Jean-Pierre, à la question qui fâche parce qu'effectivement, quand on parle de la CIA, d'opérations sous faux drapeau, de psyops, on parle d'assassinat économique, on parle d'énormément de dossiers qui ne sont pas officialisés, qui sont qualifiés, considérés comme étant complotistes, mais qui sont tout autant factuels. Et moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir qu'ils se servent des médiums comme d'armes de destruction massive aussi, quelque part. On parle de violation, de mise à nu. Quand on parle de télépathie, par exemple, on arrive à capter les pensées d'une personne en face de nous, mais ces pensées, si elles sont dissimulées, c'est pas pour rien. C'est une sorte de pudeur, de pudeur légitime qu'on veut maintenir au quotidien. Quand on parle de remote viewing, on parle effectivement d'espionnage industriel, d'espionnage militaire à distance. Quelles ont été les prérogatives, quelles ont été les missions que l'on t'a demandées à travers tous ces services-là, si tu peux nous le dire? Alors d'abord, il faut continuer notre propos de mon kidnapping, parce qu'on va dire comment il se retrouve à la CIA, ce garçon, bien gentil. Revenons au contexte, cagoule au thé, vraiment une poignée de main très cordiale, et il me dit, celui qui était le chef du commando, entre guillemets, on va dire, il me dit, vous savez, nous avons 1h30 à peu près, ensemble, on va vous confier des expériences, parce qu'il y a par satellite géostationnaire, nous avons 1h30 de disposition. Alors, on croit quand même que c'est pas un organisme de petits gentils, c'est avec la CIA qui peut se permettre de mobiliser un satellite pendant 1h30 en géostationnaire. Bref, je passe. Il me dit, vous savez, on sait tout de vous depuis 2 ans.
Et on sait tout de vous. Il me donne des détails de ma vie privée, tout ça. C'est connu en matière d'espionnage. Donc, celui qui est en face sent qu'il ne peut pas mentir, qu'il ne peut pas raconter d'histoire. Alors, il me dit, nous avons préparé une série d'expériences dans la pièce d'à côté et on vous demande d'essayer de les réaliser. Alors, vous savez, c'est très curieux ce qui s'est passé. C'est pas le syndrome de Stockholm, je n'en sais rien. Mais c'est très curieux ce qui s'est passé en moi. En France, à l'époque, dans les années 77, 78, 80, vraiment, j'étais le feu des critiques, etc., de tout ça, voilà. Et puis là, tout d'un coup, on me fait l'honneur, entre guillemets, d'un kidnapping, si je puis dire. Oui, j'ai pris les choses différemment. Et on me propose des expériences. J'ai compris, je ne suis pas bête, hein, quand on est dans l'armement quelques années, on sait très bien qu'un satellite géostationnaire, c'est pas une location de bagnole. Hein. Ben, j'étais honoré. Je crois, il est bizarre ce garçon. Oui, j'étais honoré. Et donc, j'étais dans la pièce d'à côté, qui était dans un clair-obscur, comme on dit, avec des écrans vidéo-contrôle. J'ai fait des expériences de modification de la personnalité à distance sur un sujet canadien qui était à quelques milliers de kilomètres de distance. Est-ce qu'on peut préciser modification de la Je lui ai fait personnalité? choisir des objets. Oui, s'il te plaît, Est-ce ça qu'on peut demande préciser, précision. s'il te plaît? Modification de la personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est encore une ingérence hein, pour moi, mais qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, Oui. les agents, j'ai fait que ça Ouais, mais... dans mon métier d'espion. Ok. Bah, bien sûr. D'accord, développe. Et c'est pour ça que je vous cite ce type d'expérience. J'ai modifié les choix d'un sujet à 4000 à peu près, je ne sais plus combien il m'avait dit, 5000 km de distance, sur des objets qui étaient disposés à la table. Je ne voyais pas son visage, je ne voyais qu'une partie de son profil. Paul, vraiment un Canadien, parce qu'il disait si jamais ils sont appelés à échanger ensemble, ce qu'ils ne souhaitaient pas a priori. Il y avait des objets disposés sur la table, il y avait un objet, un petit livre qui était rouge, ce n'était pas le livre rouge de Mao, je pense, paquet de cigarettes, etc. etc. Et avec un taux d'erreur seulement de 20% seulement d'erreur, il choisissait les objets sur lesquels moi j'avais déjà dit je vais influencer pour tel objet, tel objet. Donc la distance dans ce domaine n'a rien à voir. La distance n'a rien à voir. C'est ça qui est dramatique, si vous voulez. La transmission de l'information, qu'on appelle l'information par voie télépathique ou les voies similaires, s'affranchit du temps et de la distance, puisqu'on sait que l'information va plus vite que c'est la visite de la lumière. Mais ceci nous entraîne dans un débat physico... Attends Jean-Pierre, moi c'est pas ça qui m'impressionne, c'est pas tant la notion de l'information par rapport au temps ou la distance. C'est... Bah si, attends, comment tu peux induire... Oui, non, pardon, je veux pas minimiser, mais... Mais passe par le désir, simplement, et mes facultés. Donc tu influences... J'ai influencé le choix d'un sujet à distance sur des objets qui étaient posés sur une table. Oui. Avec 20% seulement d'erreur. Là, on imagine que c'est pour une expérience classique, juste pour faire un test. Mais dans des conditions réelles, oui, dans le cadre d'une opération, c'est pour des choses bien plus dramatiques. C'est pour pousser à des assassinats. Surtout, est-ce que ça peut s'appliquer sur du collectif? Mes amis. Oui, mais là, on a trop de questions, Jean-Pierre. Pardon. Comment? Pardon, mais là, ça soulève beaucoup trop de questions. Est-ce que ça peut s'appliquer sur du collectif? Une manipulation collective? On peut agir sur du collectif. Je l'ai vu en Union soviétique avec ce qu'ils appellent les armes psychotroniques. C'est-à-dire qu'ils utilisent un sujet plus une arme à fréquence particulière. On dirait que c'est des BF. Qui sont autour de 7 Hertz. Et à Tomsk, dans une réunion du parti, où les gens ne savaient pas, et derrière un rideau, etc., il y avait 120 personnes dans la salle. Et quand on nous a demandé, il y avait, comment il s'appelle, Sergeyev qui était à côté de moi et tout, on nous a demandé où je suis psy. Les Russes n'avaient pas de prévention. Ils disaient, si on associe la psychotronique en tant que matériau utile, qui va être amplifié par un sujet psy, on l'utilise. Vous savez, moi, on ne m'a pas demandé en Union soviétique de courber des barres. Jamais on m'a demandé ça. Mais on m'a demandé d'influencer. Par exemple, le rythme cardiaque d'un sujet dans un pavillon voisin, cage de Faraday. Andriy Emkin m'a demandé, qui était à l'époque à l'Académie des sciences de l'Union soviétique, c'est lui qui m'avait invité d'ailleurs, et m'a demandé d'augmenter le rythme cardiaque d'un sportif. Alors moi je voyais par l'écran,
tous les câbles qui partaient, électromyographe, électrocardiogramme, électrocéphalogramme, GSK, pour voir la tension superficielle de la peau, etc. etc. Et au début, comme j'avais peur de réussir, parce qu'on ne sait jamais, j'avais appris quand même que enfin, deux jeunes soviétiques s'étaient amusés, savants soviétiques s'étaient amusés à faire cette expérience. Il y en a, c'était Speransky. Speransky est décédé suite à une influence de son petit copain. Ils sont amusés. Il était jeune, pourtant, il est mort d'un infarctus brutal. Alors, j'ai su ça, je n'étais pas très enclin à faire cette expérience. Et au début, j'ai ce qu'on appelle fait un effet inverse, du psy-missing, qui est étudié en parapsychologie. Parce qu'un effet inverse qui ne devait pas se produire, et qui n'était pas le but initial, mais qui ne devait pas se produire, est pris en compte. J'introduis une bradycardie sur le sujet. Une bradycardie à telle enseigne qu'on m'a demandé d'arrêter. Parce qu'après, vous n'avez plus d'oxygénation du cerveau quand elle est trop importante. Alors, il arrivait à un rythme cardiaque qui est en dessous de 30, stop, on m'a dit, faut arrêter. Et alors là, je me détends, Driamkin, et puis Svirkin qui est à côté me dit, détendez-vous, etc. Je me détends, et puis là j'introduis une tachycardie qui progressivement monte, 80, 110, 120, 130, 140, 160, ça commence à dépasser les 160, et je vois par l'écran vidéo interposé, le sujet se lève et tombe. Alors on me dit tout de suite, il n'y a pas de souci, c'est à l'hôpital, il y a un petit problème, peut-être vagal, passager, etc. Enfin bref, on me sécurise, moi on m'a éteint l'écran. Mais on apprend aussi à tuer à distance. Alors, oui, c'est déjà ça, là, c'est déjà le cas. À distance. T'as pas eu d'état... Ah non, il n'est pas mort. T'as pas eu d'état d'âme... Je veux croire qu'il est... Ah non, mais il n'y a pas d'état d'âme. Non, à un moment donné. Moi, j'étais obligé de jouer les jeux aussi. N'oubliez pas que je n'étais pas censé savoir que les Russes savaient dès le départ, et c'est pour ça que les Américains ne sont pas sympas, ils m'envoyaient au casse-pipe. Parce que dès le départ, les Russes savaient que je bossais pour la CIA. On l'a vu sur les articles qui ont paru quelques années plus tard. C'est absolument abject. Et j'ai su pourquoi j'ai fait du agent double sans vraiment le savoir. C'est parce qu'ils me communiquaient des informations qui étaient surévaluées. Et ce n'était pas normal qu'à un moment donné, on me mette en présence à Serpoukov, qui est au-dessus de Moscou, dans des expériences sur des faisceaux de particules, qui est la guerre des étoiles, mais côté Popov, que NATO appelait ça les projets Lipton. Vous voyez, alors moi je rapportais ça près de mon agent traitant. La mariée était très belle toujours. Et c'est pour ça qu'on m'a montré, là c'est du lourd, ça n'a pas toujours été dit ça dans les interviews. À Tomsk, on m'invite avec d'autres personnes, pas lesquelles, mais d'autres personnes, à assister à une expérience dans une glace sans teint. Il y a un sujet qui, dans une pièce très limitée, vraiment très très limitée, il y avait peut-être 2 mètres carrés qui faisaient des allers-retours comme ça. On m'invite à assister à une expérience qui va être faite. Et je vois 2 personnes qui arrivent avec un jeune sujet apparemment. Je l'entendais parler un peu russe, mais c'est les Russes de contrées sibériennes un peu lointaines. Je connaissais à l'époque un peu le russe, mais académique, plus académique. Et on le met devant le sujet, et je vois qu'il est entouré de sans doute des psychologues. Et vous savez le but de l'expérience, quel était ? C'était de briser les cervicales en C1, C2 sur le sujet, un détenu politique en l'occurrence, qu'on avait retiré d'un goulag. Je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois il y avait des volontaires pour les expériences. Et alors, au bout d'un moment, effectivement, on lui dit sans doute de se détendre et tout, parce que rien ne se passe. Et on a clac, clac. Alors, pour le moins, il va être tétraplégique. Alors, pourquoi il réussissait à avoir des sujets qui étaient volontaires? Ils allaient dans un goulag et puis ils demandaient qu'il y avait volontaires pour des expérimentations sur un nouveau médicament, sur un truc, etc. Et qu'après, s'ils acceptaient l'expérimentation, eh bien, ils seraient libres, ils seraient libérés. Alors, il y avait toujours 1 ou 2 volontaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui revenaient au goulag, cherchaient leurs affaires et repartaient libérés. Alors après, les volontaires se dressaient
se dressait évidemment. Après avoir dit, mais pourquoi il trouvait les volontaires? Et cette expérience à laquelle j'ai assisté, troublé, c'est le moins qu'on puisse dire que j'étais, avait été rapportée par le professeur Rémi Chauvin, ça dira rien aux jeunes, éthologue, qui a été un grand de la parapsychologie. Il a écrit des livres sur les abeilles, sur le comportement des abeilles, professeur d'éthologie animale à la Sorbonne et tout, un grand monsieur. Et j'ai fait des expériences chez lui, d'ailleurs, à Mitainville, dans son laboratoire. Et il avait dit, il avait vraiment une bonne relation avec Zdeněk Redjak. Je vous donne sous des détails. Ok, ça peut paraître même embêtant pour employer un autre mot. Non, non, tout ça peut être vérifié. Tout ça peut être vérifié, mes amis. Et Zdeněk Redjak, président de l'Institut psychotronique, avait organisé des manifestations tous les 5 ans, je crois. Il y en avait une à Monaco, il y en avait une à Bratislava, enfin bref. Et Chauvin était vice-président à un moment donné. Et Zdeněk Redjak, avec qui il avait vraiment une belle fraternité, lui avait confié que, il me l'avait dit, Rémi Chauvin, mais il dit, vous savez l'ami Girard, il parlait comme ça, Chauvin, vous savez l'ami Girard, vous savez que dans l'Est, on s'amuse à briser les cervicales, hein, et puis on s'amuse à tuer les gens à distance. Oh bon? Oui. Ben oui, je le sais de la part de Zdeněk. Il m'a dit de ne pas trop le répéter, mais je peux vous faire confiance, puisque vous travaillez dans la maison, enfin, il voulait dire dans les services, et vous êtes habitué à la discrétion. Je l'ai vu de mes propres yeux, mes amis. Ah! Et puis, vient corroborer ça le témoignage d'un ranger américain qui a été intégré dans une opération américaine Stargate, qu'on appelle, d'espionnage avec des sujets qui faisaient de l'espionnage à distance à partir des États-Unis vers la Corée du Nord et vers l'Union soviétique. Et ce sujet s'est rendu compte, tout d'un coup, ce Rangers, il a dit, moi j'ai abandonné quand on m'a demandé de tuer à distance. Lui, il a abandonné. Mais il a risqué la cour martiale, mais il s'est débrouillé pour être tellement médiatisé qu'ils n'ont pas osé le mettre en cour martiale. Il a écrit un bouquin là-dessus aussi, d'ailleurs, très documenté. Une protection assez efficace. Vidéo de ce garçon. Non, mais pour vous dire que oui, et je pourrais vous citer d'autres anecdotes de Vasil Rudan que j'ai rencontré aussi. Et en Roumanie, il y avait un service spécialisé en Roumanie pour tuer les gens à distance, en Roumanie. La grande question, c'est est-ce que toi, tu as tué à distance ? Non. Bon, tu ne nous répondrais pas à l'affirmative si c'était le cas de toute manière. C'est pas ce que je ressens de ta personnalité, je sens pas Ah non, j'ai pas tué à distance, je l'ai laissé chez un volontaire. Non, on m'a pas demandé parce que j'aurais eu, vous savez, ce qu'on appelle en psychanalyse et en psy le surmoi. Et le surmoi, si on m'avait demandé de tuer, je suis suffisamment bon télépathe pour savoir que même si le message avait été pollué, comme disent mes amis hypnotiseurs de spectacle, quand on hypnotise une nana et qu'on lui demande d'ôter son corsage parce qu'elle a chaud, elle le ferait pas en temps normal parce qu'elle va montrer ses seins, voilà, enfin, si en cabaret, même plus. Non, on pollue le message qu'on appelle pour pas que le surmoi, qui au fond des règles au fond. Et non, je ne vais pas me mettre nu devant des spectateurs. Vous voyez, ben là c'est pareil, le message il est pollué. Donc on peut comme ça initialiser les actions. Quand tu appelles pollué, ça veut dire c'est-à-dire qu'on maquille le message, on donne pas le vrai message, mais les effets sont les mêmes. Parce que le jeune là de Tomsk, que je vous ai raconté tout à l'heure, attendez, il connaissait rien en médecine, rien du tout. Et on lui a appris, on lui a dit qu'il va aider un être humain, il va aider quelqu'un il va aider quelqu'un, voilà, mais il connaît rien. Alors on l'a fait travailler sur des squelettes, comme il y a dans des académies de médecine, dans une matière, vous savez, qui imite un peu les os, là, je ne sais plus quelle matière d'ailleurs. Après, on l'a fait travailler sur des cadavres tout chauds, pour faire des brisures. On lui a expliqué que si tu fais ça, tu vas sauver la vie de l'homme qu'on va te proposer. Oui, donc lui pense bien faire. Donc, et il va le faire. Oui, mais c'est du MK Ultra d'ailleurs, c'est du mind control, c'est de la manipulation, encore une fois, c'est de l'ingérence. Et puis surtout, encore une fois, toute cette science met au service de la destruction, parce qu'au service c'est ce que j'allais dire, Tamara. On aurait pu réparer des fractures, on aurait pu sauver exactement, c'est pour ça que les services secrets sont toujours dans la même dynamique, et c'est que ça m'insupporte quelque part. Les amis, et je ne vous parlerai pas de tout,
parce qu'abonner trop, c'est trop. Donc, déjà, ça, c'est sympathique de savoir que oui, on peut être à distance. Mais voilà, c'est comme ça, ou qu'on peut créer des déserts organiques. Même mieux, j'ai été au laboratoire de Kasnetchev, à Novosibirsk. Bon, vous savez, j'avais le petit tour comme ça de Russie, comme invitation, j'avais des responsabilités dans le laboratoire où j'étais, qui me permettaient de, si je voulais prendre 15 jours, je prenais 15 jours, il n'y a pas de souci. Donc, je ne passais pas 2 mois en Union soviétique, mais on préparait un bon petit voyage. Et là, en l'occurrence, ça faisait la deuxième fois que je voyais Kasnetchev à Novosibirsk. Alors, je vous demande votre attention. C'est montrer que le génie de l'homme peut, sur certaines constatations physiques, là en l'occurrence biologiques, peut à l'esprit du mal. Pourquoi? Parce que toute chose paranormale, mais qui représente quelque part un instrument de pouvoir, va déjà être utilisée par les militaires et les politiques. Ah oui. Et ça, si vous voulez, c'est constant. Parce que l'opération Stargate, qui a duré 25 ans, qui consiste à utiliser les sujets psy pour faire de l'espionnage par effraction à distance de remote viewing, ça c'était mineur. Ça ramenait des renseignements intéressants. C'était que ça, l'opération Stargate? Il n'y avait pas aussi une histoire de jump room, des portes dimensionnelles? Je ne sais pas si tu connais le projet Alpha Zebra, si je te parle du projet Camelot de Kerry Cassidy, Bill Ryan, des journalistes anglophones qui interviewent des insiders, excusez-moi de l'anglicisme encore, des personnes qui travaillent de l'intérieur au niveau des services secrets américains depuis le début. Et on a entendu parler de toutes ces choses-là. Merci d'en parler et de divulguer toutes ces informations. Dans une certaine sphère toute petite, on en parle, nous, entre nous, et on est vus comme des farfelus invétérés à chaque fois qu'on ose c'est normal, en parler. Oui, mais c'est une réalité qui existe, merci. Et là, on apporte les documents factuels. Bien sûr. C'est une bombe, cette là, émission. On a des documents. Oui. Et moi, si je dis, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est pas par esprit de secret, parce que le secret, depuis les années 62-63, puisque quand j'étais officier, puisque j'étais une lignesse qu'on appelle sortie du rang par rapport au service que j'ai rendu, puisque j'étais le premier vendeur de missiles, le missile que j'ai tiré là, eh ben, je faisais des représentations, si vous voulez, pour le vendre, avec des officiers, évidemment, chargés des négos, mais moi, je faisais des démonstrations de tir qui réussissaient à tous les coups, même s'il y avait des problèmes techniques, et j'étais le plus grand vendeur de missiles dans le cadre de l'OTAN, si vous voulez. Alors, bon, les Américains le savaient, tout ça. Je veux dire, je voulais dire que, si vous voulez, après, j'étais lié au secret parce que j'ai travaillé en direct avec la Direction générale de l'armement sur d'autres projets. J'ai créé d'autres innovations dans le domaine de l'armement. Alors, vous allez me dire, ce garçon, il sent mauvais quand même, il sent le souffre un peu. DGA, il y a les labos pharmaceutiques. Tu as travaillé aussi avec les labos pharmaceutiques. Voilà, merci. Non, c'est vrai que tu as un parcours, je veux dire, sur le papier. Oui. Et je vais dire pourquoi je vais vous dire pourquoi j'ai aucun scrupule. Parce qu'à l'époque, le petit gars d'assistance, besoin de reconnaissance, martyrisé par l'instituteur, etc., etc. Et puis après, je raconté, je t'ai envoyé des documents où je suis en pension de 13 ans et demi à presque 18 ans. Tu as une enfance, presque 15 ans, très difficile. Tu es violé par 3 garçons, ça laisse des traces quand même, je suis désolé. Et j'ai été sauvé in extremis par une précognition, une vision d'un futur rapproché, où devant le chef de bande, je me souviens même de son nom, j'ai rien à faire s'il se reconnaît, il a peut-être cassé sa pipe depuis, comme vient lui faire Jean-Claude Briand. Il était musclé. C'est peut-être pour ça qu'après, moi, j'ai eu par surcompensation des muscles assez impressionnant, que j'ai encore maintenant d'ailleurs. Alors là, j'ai dit, ça y est, là, oui, Jean-Pierre, pas Jean-Pierre, Girard, tu crois que tu vas y passer, cette fois-ci, on t'a chopé. Il y en a un qui faisait le P, parce que c'est une fondation, il y avait un surveillant pour 60 gugus, qui étaient des enfants divorcés, des plus ou moins délinquants, l'assistant public avait trouvé bon de me mettre que là. Et on peut le voir sur la photo, j'étais en uniforme.
C'était déjà, ça préfigurait l'armée dans laquelle j'allais être plus tard. Et il y avait une grande cour, puis il y avait des agrès, par pic, tout ça, et puis du sable et tout. Puis là, ce préau était assez sombre. Et c'est là que se commettaient les méfaits. Il avait déjà fait plusieurs viols avec des jeunes qui arrivaient, enfin bref. Ah, c'était dur l'ambiance. Et moi, j'avais échappé un petit peu jusque-là et tout. Et puis il arrive, il me saisit, tout ça, il commence à baisser mon pantalon, enfin, je vous passe trop de détails. Et puis d'un coup, quand même, j'ai une vision précognitive. J'en ai eu d'autres après, et certaines m'ont d'ailleurs un peu sauvé la vie, mais là, m'ont sauvé du viol accompli. Et je lui dis, t'es pas capable de m'affronter. Je lui dis, t'es pas capable. Ah, tu fais le fier comme ça. Ah, ils se marrent tous. Ah, tu retardes l'échéance. Au contraire, ça nous excite. Ah ben attends. Allez, je remets mon pantalon péniblement, et puis, enfin rapidement, et puis, alors on est face à face, il vient vers moi comme l'espèce de taureau hurlant, là. Il vient vers moi, et à ce moment-là, calmement, je tends la jambe, il bascule, et avec mon coude, il est reçu par... J'ai appris ça après en close combat d'agent. C'est une arme redoutable, le coude, bien sûr. Clac! On entend un claquement de la mâchoire. Il tombe la tête dans le sable, le cul en l'air, et moi, je me carapate, bien sûr. Et alors, depuis, évidemment, tous les jeunes qui arrivaient, je leur dis, écoutez, si vous avez le moindre souci, vous m'appelez. Alors que je n'aurais pas été sûr. À l'époque, je n'avais pas beaucoup, forcément, de musculation. Mais on voit une des photos que j'ai confiées, où je fais un équilibre sur les mains, enfin bref. Et simplement, je me suis mis à faire de la gym. Et après, un peu Oui, tu as pris ta revanche un petit peu sur tous ces sévices, tous ces traumas. La revanche, toi, après. Oui, oui. Alors, c'est des détails, tout ça. Mais c'est dire qu'il faut avoir de la résilience, mes amis. La résilience. Martyrisé par 8 heures après, tentative de viol par 3 mecs et tout, etc. Bon, bah, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il n'y a que quelques années que j'en parle de cette histoire de... Mais c'est pour ça peut-être que quand tu t'es retrouvé dans cette salle, après être kidnappé par la CIA face à un des pontes de cette officine, tu as senti une certaine reconnaissance malgré le fait que tu étais très intelligemment conscient. Exact. Tu étais largement conscient de la nature obscure des opérations menées par la CIA, mais tu avais quand même cette attraction, cette reconnaissance. Oui, cette reconnaissance latente par rapport à... Et bon, est-ce qu'il y a, après tout ça, des actions que tu regrettes maintenant et que tu as effectuées à leur service? S'il y en avait une que tu pourrais nous citer. Une qui t'a fait mal, où tu t'es dit, j'ai dépassé les bornes, là, j'étais trop loin. Concernant mes missions stricto sensu de la CIA, je me suis contenté vraiment d'être je suis désolé de le dire, mais d'être un brillant agent de renseignement que n'auraient jamais pu obtenir des agents américains sur place d'ailleurs, puisque j'étais dans les centres les plus fermés de l'Union soviétique. Pourquoi? La psychotronique, c'est comme ça qu'est nommée la parapsychologie en Union soviétique à l'époque, même encore maintenant, je crois d'ailleurs, sous l'impulsion de Luria, en 1975, président de la commission scientifique. Il y en a marre de nos scientifiques qui bavardent un peu trop dans les colloques internationaux. Maintenant, ça va être sous protection de l'armée rouge. Donc, dans les laboratoires dans lesquels je suis allé, 80% des laboratoires étaient sous tutelle, entre guillemets, quasi secret, sous dépendance de l'armée rouge. Donc, si tu veux, j'étais l'espion parfait. Et j'ai ramené des renseignements, mais même en dehors. Je vais vous conter l'anecdote quand même, parce qu'elle vaut son pesant. Un jour, je suis invité, bien sûr, à un congrès de psychotronique organisé par l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, le Tchèque Zdeněk Redčák. Donc à Bratislava. Superbe hôtel, au-dessus du Danube, un colloque, vraiment, il y a des communications intéressantes. Et puis, la CIA m'avait dit, écoutez, il y a un monsieur, on n'a pas de photo à vous fournir, mais il y a un nommé Fatorovsky qui travaille avec, je ne sais plus le nom de la soviétique, sur une technique de pointe dans la fabrication de protons antiprotons. Donc là, on est dans la physique nucléaire avancée quand même. Hein. Alors, je crois percevoir qui est Fatorovsky. Il est entouré de 2 personnes. En général, ils étaient toujours en position du KGB, mais discrètes. Ce sont les gars du KGB qui accompagnaient les savants. Eux-mêmes n'étaient pas des gens à la Kalachnikov aux côtés. Hein.
C'était des grands sur le plan scientifique, parce qu'ils étaient eux-mêmes aux abois de ce qui pouvait se passer. Donc, je me rapproche d'un qui était assez proche physiquement de Fatorovsky, et puis je lui dis, écoutez, j'aimerais m'entretenir avec M. Fatorovsky au sujet de ces travaux, parce que moi-même, je poursuis des travaux un peu dans la même optique. Ce qui est totalement faux, d'ailleurs. Alors, il dit, ah ben, on va lui demander. Il lui demande en russe, ah ben, enchanté, puisqu'on va lui parler de ses travaux. Vous savez, un scientifique, c'est les plus faciles à percer quand vous êtes dans l'intimité avec eux. Ah, fantastique. Alors, après, il donne rendez-vous sous la cage de l'escalier. Vous savez, il y a toujours cet escalier monumental qui mène aux chambres. Il y a une petite table avec des chaises et tout. Et puis, on s'assied là. Et puis, je vois toujours le garde du corps, entre guillemets, un peu distant. J'appelle, je dis, écoutez, monsieur, ce que j'ai à échanger avec monsieur Fatorovsky mérite une discrétion d'usage, vous le comprenez, et nous aimerions avoir peut-être... Ah, il dit, pas de problème. Il dit, vous allez aller dans la chambre de monsieur Fatorovsky et on va même mettre quelqu'un de garde, tant que vous serez dans sa chambre, quelqu'un de garde devant la porte de la chambre. C'est-à-dire que le KGB m'a aidé à remplir ma mission. Ah, c'est extraordinaire. Alors, je dis au gardien, au garde, j'ai dit, écoutez, vous prenez une pistelle Urkel à notre santé au bar sur ma chambre. Pistelle Urkel, c'est la bière locale. Et alors, je monte dans la chambre et Fatorovsky, on parle. Et là, mes amis, la télépathie, c'était même plus la télépathie, c'était même trop facile, puisque j'ai eu les secrets de fabrication de la lentille au beryllium fenêtre au lithium, qui est une pièce sur un anneau d'accélérateur de particules de 13 km, c'est une pièce qui fait que quelques 20 cm seulement. Vous voyez, et elle a été utilisée à Genève pendant de nombreuses années. Maintenant, il y a des méthodes plus... Voilà. C'est vous dire. Ah, mais là, je me suis régalé, télépathie. Mais là, j'ai une mémoire telle que j'ai pu traduire, presque dessiner ce que je percevais. Comme dans l'affaire du baron Édouard Jean Rampin que les jeunes connaissent, j'ai dessiné les ravisseurs du baron Édouard Jean. Ah ouais. Non, voilà, j'ai des capacités, point barre. Faut pas que j'en ai honte non plus. Hein. J'ai mon pneu qui a crevé là. Hier, on devait enregistrer hier. Bon. Je commence à me poser des questions. Moi, j'ai une ampoule qui a explosé. Voilà, donc on va tout te mettre sur le dos maintenant, Jean-Pierre, tu sais. Jean-Pierre, tu arrêtes de t'amuser comme ça. Hein, pas trop côtoyer Jean-Pierre, mes amis. Hein. Faut pas trop côtoyer Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut acquérir des protections, Jean-Pierre, justement, parce que alors il y a des attaques. Hein. Pour moi, je vois ça comme des attaques. Hein. On parle de psychotronie. Pour moi, c'est des attaques psychotroniques, c'est des attaques psychiques. Dès lors qu'on va violer le libre arbitre d'une personne tierce. Merci d'utiliser ce mot-là. J'allais dire quid du libre arbitre, parce que tu parlais du surmoi qui t'a quand même préservé de commettre des actes avec lesquels tu ne serais pas en accord. Mais les victimes en face... Oui, mais celui qui les aimait, il a peut-être moins de scrupules que ça. Hein. Ah, mais justement, est-ce qu'il y a des protections Est-ce qu'il y a des protections actives contre ce genre d'attaque? On demande souvent ça en stage, les protections. Les protections sont d'une simplicité telle... Notre monde n'est pas habitué à la simplicité. Et dans mes stages, les gens ont peur que je parle de physique théorique et tout, sur l'origine, la conscience non locale, tout ça. Non, on rit beaucoup. Il y a des schémas, des métaphores, et les gens repartent avec un bagage qu'ils n'auraient pas soupçonné sans avoir une formule dans la tête. Alors, je dis simplement qu'il faut être simplement bien, être sûr de soi. Vous savez, ceux qui pratiquent la magie noire, ont besoin de rituels, ont besoin d'un support. Comme celui d'ailleurs qui pratique la tarologie. Ce n'est pas les tarots eux-mêmes, les lames majeures ou machin, etc., le pendu ou la papesse qui vont en elles-mêmes donner. Mais c'est le praticien qui, lui, a ça comme sécurité de support pour pouvoir mettre en évidence son talent psy, parce que c'est bien du psy. Quand un tarologue vous donne des précisions, ou même le numérologue, ce qui est encore plus fou, ces gens-là qui font des mancies à travers un support. Ils sont sécurisés. Comme moi, j'ai en stage des praticiens. Pas seulement des médecins, bien sûr, mais j'ai des fois des guérisseurs, j'ai des gens de horizons, des viticulteurs, bref. Et les gens qui, dans leur pratique, partent du stage en disant eh bien, moi, il y a des choses que je ne pratiquerai plus du tout ma consultation de la même façon qu'avant.
Que j'ai compris que je peux aller au-delà de ma pratique, de mes connaissances et tout, et ajouter ce plus que vous nous avez acquérir en stage. Et se défendre, ben c'est simplement, de façon tout à fait sereine, savoir qu'on n'est pas perméable à ça. Vous avez des gens qui ont peur. Vous avez des gens qui disent, vous savez, moi, j'ai la magie noire autour de moi. Ah, j'ai la magie noire autour de moi. Je dis, écoutez, je vais poser quelques questions. Est-ce qu'il y a un héritage en vue important, etc. Oh ben non, parce que vous savez, moi, il n'y a pas d'héritage en vue. Je vis péniblement dans ma petite maison. Est-ce qu'il y a, sur le plan sentimental, quelque chose? Oh, il y a pas longtemps que ça me pose plus de problème, ces choses-là. Je fais exprès là aussi d'exagérer le propos. Un magicien noir n'utilise sa magie et ses rituels dont il a besoin que si ça vaut le coup, je peux vous le dire. Il ne va pas s'intéresser. Et les personnes que j'ai en consultation qui craignent la magie noire, en fait, alors, des fois, je suis un menteur dont je m'honore à ce moment-là. Je dis, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes débarrassés de la magie noire. Parce que je sais que ces personnes qui viennent en consultation ne peuvent pas entendre autre chose. C'est placebo, nocebo. Je ne dis pas qu'eux-mêmes sont responsables du trauma dans lequel ils sont. Oui. Et vous voyez, comme on dit, c'est un mensonge bienfaisant. Alors, en parlant de bienfaisant, tu as fait aussi des guérisons. Tu veux pas. Merci pour cette transparence. On a vraiment énormément de chance parce que là, tu oses te dévoiler sous un jour un peu, on va dire, pas sous ton meilleur jour quelque part, aux yeux de certains qui vivent dans un monde fantasmé. En authenticité, oui. En authenticité, en transparence. Et tu n'as pas mis en avant pas ces miracles, mais en tout cas ces guérisons aussi que tu as procurées à certains. Tu rappelais que c'était dû majoritairement à 95% de la part du patient. Et il n'y a que 5% de la part du thérapeute, en l'occurrence toi, qui agit. Donc il y a cet effet placebo-nocebo. On en revient donc à ce verrou qu'on cherche à faire sauter à chaque fois, c'est de provoquer la peur en fait. Une personne qui a peur va être perméable à ces attaques. Pour peu qu'il y ait justement une histoire d'héritage, une histoire amant, maîtresse, etc., alors là, c'est... Parce que il y a des personnes qui s'entourent ou qui paient un magicien noir pour avoir le résultat qu'ils souhaitent, et tout, etc. C'est clair, c'est pas forcément le magicien noir qui décide. Comme j'entends parler souvent, oui, oh, j'ai pourtant payé quelqu'un pour... voilà, mais ça ne marche pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça, heureusement. Et les magiciens noirs sont beaucoup plus fragiles qu'on le pense. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la vox populi, le choc en retour. Parce que quand à un moment donné, par exemple, moi je le dis toujours quand je parle de l'influence à distance, je démontre comment tout le monde peut faire de l'influence à distance, même à l'insu d'une personne. Mais je dis après, c'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique. Et j'explique pourquoi avec les particules d'information qui sont corrélées, etc. Il suffit d'entendre une parole de quelqu'un ou de le croiser dans la rue, dire pardon monsieur, hop, il y a déjà quelques particules qui sont associées à notre propre conscience et ces particules, on va s'appuyer dessus pour faire une action. Enfin, là, je fais un schéma trop simple, mais en stage, c'est tout à fait compris par les personnes, oui. Alors, vous pouvez influencer favorablement, comme sur une photo. Pourquoi j'explique pourquoi avec une photo, vous pouvez agir à distance pour aider la grand-mère dans la souffrance. Mais comme vous pouvez aussi faire du négatif avec. Mais vous le payez tôt ou tard. Pourquoi? Parce que votre cerveau a une mécanique très complexe. Il sait quand vous faites, toujours sur moi, quand vous faites mal. Le cortex humain, ceci de supérieur, je dirais pas supérieur, mais qui le différencie d'animal, c'est qu'il va faire un subterfuge pour que son cerveau justifie l'action maligne, l'action délétère qu'il va faire sur une autre personne. Il va dire, oui, mais voilà. Mais à un moment donné, l'inconscient lâche. Il va faire un effet qui va lui revenir vraiment avec violence. On a des expériences que je ne citerai pas parce que je ne les citerai pas. Mais disons que ça peut même atteindre quelqu'un de l'entourage. J'ai un exemple, c'est l'enfant qui était atteint. Tu parles du karma, là. Par rapport à ce qu'a fait le père.
Ouais, tu parles d'un retour Et karmique, là, de retour de je n'irai boomerang. pas dans le détail, mais c'est le choc en retour. C'est le film ici, le choc en retour. Et là, à ce moment-là, dans le choc en retour, l'esprit a une force qui est doublée, donc dans l'effet, contre le sujet lui-même qu'il avait émis au départ. Oh non, c'est de la folie. Alors, si je vous dis ça, parce qu'à un certain niveau de recherche, dans certains milieux très discrets, on le sait, on l'a constaté. Tu as côtoyé pas mal de personnalités. À l'époque, tu as été au sein du Gotham parisien. Est-ce que tu as des anecdotes, des divulgations aussi là-dessus par rapport à des services qu'on t'aurait demandé? On parle de magie noire. Alors, est-ce que on sait que les plus hauts dignitaires et certains présidents... Ne s'en prive pas. Je ne parlerai pas, puisque il m'est arrivé d'être en entretien avec François Mitterrand à gauche et Charles Hernu à droite, ministre de la Défense. Donc, je n'ai pas à dévoiler un peu la nature des entretiens et les actions qui ont suivi. Mais je veux dire simplement que, voilà, l'humain est a plusieurs moralités à son, à son actif. Mais bon, c'est à un moment donné, notamment j'avais une fiduciaire en Suisse où j'avais des dossiers quand même assez lourds et que je payais cher. J'ai payé cher une société fiduciaire en Suisse qui était mon exécuteur testamentaire. Quand il m'arrive, parce qu'il y a eu une époque, il y avait beaucoup d'entourage d'un certain président qui avait des décès quand même curieux, notamment de gros ours. J'ai quand même des amis dans la maison, enfin dans la police, qui m'ont dit se suicider de cette façon, il faut être acrobate. Enfin bref. Je ne vais pas épiloguer plus avant, parce que peut-être, enfin, c'est une constatation. Voilà, c'est comme Pierre Bérégovoy, que j'ai connu. Pourquoi j'ai connu Pierre Bérégovoy? Il connaît tout le monde. Il commence à nous parler, le Chirard. Il a réponse à tout, il sait tout. Eh bien oui, mais je suis désolé, mes amis, c'est comme ça. Et pourquoi Pierre Bérégovoy m'a invité à dîner à la mairie de Nevers? Ben, tout simplement parce que je l'ai diversifié, parce qu'à un moment donné, une de mes sociétés de recherche n'était plus l'industrie pharmaceutique, ni les médicaments, mais ça a été mes propres sociétés de recherche. Et j'étais connu, j'ai des publications dans les revues professionnelles industrielles qui ont montré que j'avais des innovations qui faisaient quand même on va dire, quelques cartons. Et puis à un moment donné, je suis appelé par Borloo, l'avocat de Bernard Tapie, qui me dit Bernard, il aimerait que vous puissiez diversifier Look à Nevers, puisqu'il avait racheté Look à Nevers, fixation de ski, et les diversifier et tout. Donc je me rends chez Look à Nevers, et puis c'est tout ça pour vous dire que le psy, c'est ce que j'apprends en stage aux gens. Vous pouvez être aussi, vous, dans une créativité extraordinaire. Et j'apprends comment. C'est trop long aussi d'aborder tout dans cette conférence, dans cet échange. Et Look à Nevers, il dit, vous êtes dans la sécurité. Ah ouais, mais nous, c'est la sécurité. Dans 8 jours, je vous amène un produit. Et qu'est-ce que je leur amène 8 jours après? Je le savais déjà en sortant du centre de recherche de Look. Je leur ai créé un anti-blocage pour cycle, en seconde monte. Produit de seconde monte, ça veut dire valeur ajoutée. Ce qui est intéressant dans l'industrie, plutôt que les produits de série. Produit de seconde monte. On installe ça sur un vélo d'un gamin pour éviter qu'il bascule. Ça peut être un adulte. On règle le poids du gamin sur le petit truc, le petit dispositif qu'on met de freinage. Et j'ai fait l'honneur de l'officiel du cycle, vous connaissez peut-être, qui est la revue des cyclistes, et puis une autre revue aussi, en disant il y a l'ABC, l'anti-blocage pour cycle, qui vient de créer Look. Puisque mes brevets, moi, je les vendais sans royalty, sans rien. Je disais voilà, c'est temps, c'est cash. Vous aurez le prototype, le développement et tout dans un package. Et si ça marche pas, je vous rembourse le package. J'étais le seul, même aux États-Unis, ça se fait pas. Et alors, Look, alors mon ami Bonaldi, Canal+, il présentait mes innovations. Il vient sur le plateau, et en général, il est présenté, c'était un échec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ami Bonaldi, il arrive sur le plateau, et il fonce dans la foule avec son vélo. Oh, les gens, et hop, il freine, et au dernier moment, le vélo se soulève un petit peu et retombe. Voilà.
Ça fait partie des innovations grand public. Mais mes contrats, quand j'ai eu ma société de recherche, il y avait 50% contrat défense, toujours, et contrat privé. Voilà. Et j'ai créé le couteau à huître électrique, le premier couteau à huître électrique. Ah, donc une vie extrêmement riche en péripéties, en expérience, en innovation. J'ai pas de mérite. Mais mes amis, j'ai pas de mérite. Oui, mais c'est quand même à noter. Attends, c'est pas tout le monde. Oui, sont intéressants. Et c'est pour ça que je veux partager. Si. Pourquoi tu dis que tu n'as pas de mérite? Tu veux bien développer cette pensée? Je n'ai pas de mérite parce que je n'ai pas eu d'acquisition particulière à avoir. C'est ça que vous compreniez. Par contre, j'ai essayé de faire partager pourquoi, à un moment donné, je peux simplement, par un mouvement de réflexion, créer un produit autour d'un besoin. Couteau à huître électrique, j'étais le premier couteau électrique. Quand j'étais là, on ne parle pas des médicaments parce qu'on ne doit pas parler de médicaments qui sont encore prescrits en cardiologie notamment. Mais je peux parler d'un produit grand public que vous connaissez tous, où personne ne croyait, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, notamment aux mamans. C'est le Stérimar, pour l'hygiène nasale. Stérimar, ça ne vous dit rien? Mais si vous avez un piou-piou, pourquoi? Parce qu'il y a la copie, le brevet date de 76, et le produit a été donc mis à disposition de tous les autres labos en 96. Donc vous avez Humer, vous avez d'autres sociétés, mais on voit encore de la publicité à la télévision du Stérimar. Et justement, dans ton cadre de recherche à toi et pour toi, et pas pour d'autres qui viendraient te chercher, tu t'y es intéressé à cette modification de la structure, mais cette fois-ci organique. Donc, en d'autres termes, la guérison, passer de la maladie à la guérison. Qu'est-ce que tu as pu observer? Est-ce qu'il y a des cas comme ça que tu pourrais nous raconter? Alors, j'ai évité peut-être de parler de mon cas personnel. Oui, je me suis tiré de trucs comme machin truc. Une cicatrisation normale, normalement sortie du bloc avec le thorax qui avait été ouvert et tout, puisque j'ai une opération, j'ai actuellement un petit artifice dans le cœur, et pas un pacemaker, mais une valve mitrale bio, avec un pontage qui a été à la clé, enfin bref, et une cicatrisation avec une cicatrisation anormale au bout de quelques jours, alors qu'il faut un certain temps, parce que, bref, on s'en fiche. Tout est dans la psyché, mes amis. Et j'explique en stage que la force de la visualisation active. Vous savez, des fois en stage, il m'est arrivé encore pas longtemps, il y a eu une expérience d'ailleurs où j'ai fait sur un bocal, vous voyez, un bocal où je fais une expérience où je suis en débardeur. Sachez que cette vidéo était prise, j'avais 78 ans. Vous avez vu les bras qui se payent, le père Girard? Et je fais pas de gym, je fais rien, je fais pas de fitness, rien. Je fais ce qu'on appelle de la visualisation active. C'est comme ça que suite à des consultations, des gens, ou même après le stage, en expliquant comment procéder, il y a des femmes qui ont perdu du poids de façon absolument inattendue, qui avaient fait tous les régimes. Il y a oui, bien sûr, parce qu'ils ont visualisé de façon, de croyance, et ça, j'ai pas le temps de m'exprimer là-dessus, de croyance pour le psy, c'est bien de croire, parce que j'ai vu des films, j'ai vu des documents, où là, le mieux, c'est quand on est à un stage de Jean-Pierre, bien évidemment, mais enfin quand même. Je crois, oui, non, il faut être dans l'évidence ensuite. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de croyance en soi pour être dans l'évidence. Et là, vous avez le secret du psy. Et quand je suis interviewé, je parle toujours de la libido. Attention, Jean-Pierre va rester correct. Rassurez-vous, mes amis. Mais au niveau la du libido désir, s'exprime. Oui. Oui, mais ça, j'ai entendu cette anecdote, oui, effectivement. Oui. Désir, et puis mes amis, c'est pas seulement le désir, on peut désirer, mais pas être dans l'action quand même, parce qu'on n'est pas dans l'évidence de l'acte. L'évidence, il n'est pas réfléchi. C'est sûr, c'est une certitude que vous avez. Est-ce que tu parlerais de foi pour autant? Est-ce que ça serait ça, avoir la foi? C'est-à-dire que on enlève toute trace de doute? Pour un article, j'ai interviewé le docteur, comment il s'appelle, que j'adore, Patrick Letellier à Lourdes, au bureau des constatations. Je lui ai dit, écoutez Patrick, est-ce que vous pouvez me confier, est-ce que vous-même, vous avez assisté à des miracles? Il dit, mais à Lourdes, tous les ans, il y a 3-4 miracles. Alors je lui dis, Patrick, je pense que les gens qui sont miraculés
ont une foi vibrante et certaines en eux. Oui, oui, qu'il me dit. Et là, évidemment, ça a été apporté à mon discours que je dis dans le stage. Il dit pas seulement, ils sont dans l'évidence. Pour eux, c'est sûr, il n'y a même pas de doute. Et l'état d'évidence, celui qu'il faut avoir dans la... J'ai pris l'exemple de la libido, notamment c'est plus spectaculaire chez l'homme, mais le problème est le même chez la femme. Moi, c'est les moins spectaculaires. On est dans l'évidence. On va vers l'autre, on a un désir, mais on a l'évidence qu'il peut se réaliser. Mais d'abord, il y a une croyance solide. La croyance, vous l'obtenez de l'extérieur par les éléments que vous avez, que vous accumulez en vous. Elle est tellement forte, cette évidence, qu'ensuite, l'évidence va jaillir de vous vers l'extérieur. Je schématise. Mais quand on sait un petit peu tout ça en stage, ben c'est tout simplement. Et là, vous arrivez à faire qu'à 83 ballets, dans ma 83e année, quand je me fais tâter les muscles, ils disent que c'est pas possible, là, il y a des silicones. Non, c'est vrai que tu es très musclé, très trapu. On diffusera une photo. Oui, mais sans rien, sans activité physique. Non, mais il n'y a rien de normal dans ce qu'on a dit pendant cette interview, Jean-Pierre. La normalité est totalement à remettre en cause, là, je pense. C'est prendre un exemple. Sortant d'une consultation, un jour, en consultation, j'ai le jeune Franck qui a ce qu'on appelle une douleur du trijumeau. Mais en médecine, c'est ce dont on a le plus vraiment horreur, parce que c'est des douleurs avec des opiacés et tout, qu'on essaie de soulager, enfin bref, c'est pénible. Et c'est des douleurs pratiquement jour et nuit, des douleurs du trijumeau. Et puis après 20 minutes de consultation, d'un échange, puis d'une prise de conscience que je vais prendre, enfin, etc. Je vais pas donner le détail de la consultation, mais bref, il sort comme un zébulon, il sort de la salle de consultation, et puis il va dans la salle où il y avait le stage, puisque la salle est séparée, bien évidemment. Et il dit, mais ça y est, oh, Jean-Pierre, je sais plus où je suis. Je suis plus habitué à ne plus avoir mal. J'ai plus de douleur. C'est incroyable, Jean-Pierre. Alors, moi, je dis ça après. Je dis non. J'étais un petit peu le détonateur, comment ça s'appelle ça, le vecteur, voilà, qui t'a permis, toi, d'avoir l'état de conscience. Mais c'est toi qui as réalisé. Il faut que nos amis autour de cette table savent. Il y en a que je vais recevoir en consultation. Il y a même une personne, je vais lui demander de venir en consultation, même si elle ne m'a pas demandé. Oui, parce que malheureusement, parmi mes talents, entre guillemets, j'en ai marre, c'est que je peux faire du diagnostic à distance. Et quand je demande à quelqu'un de savoir en consultation, et pas demander d'honoraire, hein, s'il vient, c'est parce que je lui ai demandé. Eh bien, c'est qu'il a quelque chose de très sérieux qui est en train de se manifester dans un futur rapproché. Voilà. Encyclopédie du paranormal, manuel de parapsychologie appliquée, la science et les phénomènes de l'au-delà, psychique ou le pouvoir de l'esprit sur la matière. Alors, ce livre psychique a énormément défrayé la chronique. Tous ces ouvrages, vous pouvez vous les procurer, ils sont passionnants. J'ai envie de dire un grand merci, Jean-Pierre. Je pense que cette émission était trop courte. Mais mes amis, donnez mon site www.girard.fr. Parce qu'il y a tous mes stages qui sont là encore. Profitez-en pour les quelques derniers stages que je donne. Il y a 3 stages cette année qui sont prévus encore, si j'ai bien suivi. On les mettra sur la plateforme au-delà. Tourner la Belgique, c'est fini. Il y en a... Non, je vous dis cela parce que, encore une fois, les stages, c'est très important. Pourquoi je me casse, on pourrait dire, je me casse derrière à mon âge à faire des stages, toutes les activités que j'ai par ailleurs, hein. Vous l'avez compris. Ben oui, parce que c'est ma passion de partager. Profitez-en pendant qu'il est temps, parce que j'ai pas encore découvert l'éternité. Alors merci mes amis de m'avoir reçu. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé vous confier, mais je sais que tu vas bricoler quelque chose de merveilleux. Non, on va te réinviter. Tu vas insérer c'est une certitude. Des éléments, notamment sur les protocoles, il y a des choses à mettre. Eh ben, c'était une grosse émission. On finit cette fin de saison 3 en beauté. On vous dit à la semaine prochaine. On vous réserve une surprise pour cet été. Je pense que les plus curieux d'entre vous savent déjà à quoi je fais allusion. Ciao, bye.